Le métier de la gestion de patrimoine, c'est un métier très vieillissant pour le coup, et toi qui nous regardes, tu te dis, t'en as peut-être pas besoin parce que t'as pas de patrimoine, et on fait très souvent des vidéos sur la chaîne pour t'expliquer que tout le monde a un patrimoine, du coup, t'as un patrimoine à partir du moment où tu bosses, tu payes tes impôts, tu fondes une famille, t'as d'autres projets, et il faut que tu sois bien accompagné. Et pour ceux qui nous regardent, qui sont dans le métier, vous savez que généralement, on n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire son métier. On n'a pas forcément les bons outils, on n'a pas forcément encore plus les bons produits. Donc quand on n'a rien qui va, c'est compliqué. Chez Optimi, vous nous suivez depuis un petit moment, on a quand même mis pas mal de choses en place, que ce soit pour avoir des bons produits pour le client final et du coup les bons produits pour avoir le meilleur conseil. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux personnes. Quelqu'un qu'on ne présente plus qui est Pierrick, fondateur d'Optimi. Et donc bonjour, voilà, le petit bonjour. Et Virgile à nos côtés qui a fondé un outil très bluffant qu'on va vous présenter, qui est Testamento. Bonjour Virgile. Salut ami. Et donc l'idée, voilà, donc on va vous montrer un peu l'outil, on va aussi parler déjà du métier de base pour ceux qui ne le connaissent pas, et aussi de son évolution, parce que banque, assurance, je pense que tout le monde l'a vu, c'est l'un des métiers les plus vieillissants. Et quand il s'agit d'avoir de la technologie, surtout aujourd'hui, en 2024, on a de l'IA qui arrive, on a des téléphones qui font des trucs de fou, on va à la banque, on demande quelque chose, on est dans des interfaces qui sont complètement vieillissantes, et du coup on en perd en optimisation, en efficacité. Et donc avant ça, c'est déjà avoir l'avis de quelqu'un qui a bossé dedans depuis plusieurs années. Pierrick, ça fait 20 ans que tu as bossé dans le milieu de l'assurance et la gestion de patrimoine. C'est quoi ton point de vue sur l'évolution des outils au cours de ces 20 ans ? Alors le point de vue sur l'évolution des outils, alors déjà bonjour à tous, bonjour Virgile, bonjour Rémi, mais le point de vue par rapport à ça sur les 20 dernières années, c'est qu'on est parti de rien du tout à aujourd'hui une abondance d'outils qui vont être plus ou moins pertinents, et que dans tous ces outils-là, le plus difficile pour un gestionnaire de patrimoine aujourd'hui, c'est de savoir finalement de quoi il a vraiment besoin dans sa démarche de manière générale. Donc sur 20 ans, moi je suis parti de la feuille avec tu avais un fichier Excel que tu imprimais, que tu remplissais toutes tes données, qu'après tu allais ressaisir dans un outil, etc. Déjà j'ai connu que l'informatique, moi j'ai pas connu ça. C'est déjà pas mal parce que ça pouvait partir plus loin. Mais sur 20 ans, c'est vrai que ça a été assez impressionnant de voir les différentes évolutions par rapport à ça, et qu'aujourd'hui on est en capacité, et ça a été le cœur pour moi du métier, et tu le sais par rapport à la notion d'Optimi aujourd'hui et ce qu'on crée, ça a toujours été le cœur de me dire il faut que l'outil soit au service de la démarche et non pas l'inverse, quoi. Et quand tu prends l'ensemble aujourd'hui de ce que tu peux voir, souvent j'avais le sentiment que t'intégrais finalement, tu faisais en sorte que ta démarche puisse coller à l'outil qu'on te fournissait. Donc vraiment c'est la chose que j'ai vue en 20 ans évoluer, c'est vraiment dans ce sens-là. À titre d'expérience, moi qui ai développé des outils dans ma précédente vie, c'est souvent ça en fait. Le truc qu'on trouve le plus, c'est il y a des boîtes qui développent des outils, et c'est les métiers qui doivent s'adapter à l'outil. C'est le pire pour... chaque fois qu'on faisait ça, les gens n'utilisaient pas l'outil. On a eu l'exemple, alors pas de Pipedrive, parce que Pipedrive reste un bon outil, mais on l'a mis en place dans des métiers, notamment les courtiers en assurance, et on leur disait, adaptez-vous à l'outil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se forcent 1 ou 2 mois parce qu'on leur dit que c'était bien, et puis au 2e mois, ils arrêtent de l'utiliser, et ils retournent aux anciennes méthodes. Donc, ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez intéressant dans le sens où c'est à l'outil de s'adapter au métier, et pas l'inverse. Exactement. Et quand on dit l'outil de s'adapter au métier, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves vite dans une situation où tu as des calculateurs en fait comme outil. Dans notre métier, on a un métier de chiffres. La gestion de patrimoine, sur le papier, ça fait pas rêver. J'aime absolument pas dire qu'on fait de la gestion de patrimoine, mais au fond, à un moment donné, on va pas se cacher. C'est malgré tout ce que l'on fait, c'est malgré tout l'idée. Et pour le coup, tu te retrouves souvent avec des calculateurs qui n'ont pas de cohérence globale sur la démarche que tu as avec ton client. Et quand tu es avec ton client, qu'est-ce qui fait le lien avec le client ? C'est de pouvoir partir de l'échange, de la découverte du client, des projets, des préoccupations, évidemment, tous les sujets qu'on pourra aborder d'ailleurs aujourd'hui par rapport à l'outil de manière générale. Enfin, en tout cas, c'est l'axe que j'ai envie de mettre en avant par rapport à ça. Mais tu te retrouves avec des solutions qui, tu passes à droite, à gauche, tu vas parfois te dire j'ai besoin que de cette partie-là, mais pour pouvoir arriver à ce calcul-là, il faut que je reprenne, que je rouvre une autre page. Donc en fait, finalement, tu le fais pas et tu te retrouves à faire quoi ? Sortir ta petite feuille et recommencer comme il y a 20 ans. Et finalement, tu reviens en 2024 à travailler exactement comme tu le faisais en 2004. Ouais, ce qui est naze. Ce qui est un peu dommage. Mais je pose la question à vous deux, vous avez bossé dans des boîtes où ils utilisent carrément de l'Excel, même encore aujourd'hui, pour faire ce genre de calcul, pour calculer, ou même encore du papier, parce que les outils sont pas encore... je sais pas, est-ce que tu rentres chez des clients, tu te dis waouh. Il y en a qui ont encore des démarches papier et que papier en fait.
Que papier. Que papier. Et en fait, une fois, ce que décrivait Pierrick d'il y a 20 ans, en fait, moi je le vois encore aujourd'hui sur le marché, hein, ça existe encore. C'est bluffant, mais ça existe encore. Ils doivent péter un câble, tes clients, quand ils disent attends. Ils se prennent une claque, ils se prennent une claque quand ils voient qu'on veut faire autrement, forcément. Ok. Ça c'est cool. Et pour revenir toi Pierrick sur le sujet, donc tu as dit que voilà, tu voulais au sein d'Optimi, quand tu as développé Optimi, intégrer tous les outils dans la démarche de vente, faire en sorte que les outils sont au service de cette démarche. Complètement. Et du coup, ton feedback aujourd'hui, parce que du coup, tu le fais utiliser au réseau, à tous les optimistes, mais tu l'utilises aussi toi à titre perso. L'outil, donc là on parle concrètement de l'outil... Il a un nom l'outil, on va dire Testamento. Je restais pas bouche, je ne pouvais pas le citer. Il faut pas le citer, pas tout de suite. Donc l'outil, bien sûr, il fait complètement partie de la démarche et on est vraiment parti dans le sens aujourd'hui, il y a 2 ans, quand on a voulu pousser nous, notre démarche et créer notre démarche, on est vraiment parti de tout ce qu'on devait faire comme étape pour après, à un moment donné, dire, bah voilà, nous, notre menu, il est comme ça, nous on a besoin d'arriver à ça. Donc il y a déjà un certain nombre de choses que vous savez faire. Comment on peut faire pour que les deux communiquent le mieux, quoi. Et évidemment, quand c'est comme ça, il faut toujours faire un pas l'un vers l'autre. Il faut aussi savoir faire en sorte et tenir compte des problématiques techniques. Mais l'idée, ça a été vraiment de partir de complètement décrire la démarche avant. Et ce que je n'ai jamais fait, je n'ai pas écrit d'outils, moi. J'ai écrit la démarche. C'est pas la même chose. Donc, c'est-à-dire que toi, au moment d'utiliser Testamento, c'était pas encore ce que tu voulais par rapport à la démarche que tu étais en train de créer au sein d'Optimi. Là où ils en étaient, à la limite, je laisserai plus Virgile parler de ça, mais là où ils en étaient à un moment donné dans leur démarche globale, oui, ça ne correspondait pas complètement à un instant T aux besoins que nous on avait. Okay. Parce qu'il n'était pas fait pour nous, en fait. Il était fait pour d'autres modèles. On peut donner des détails ou pas sur les adaptations qu'il y a eu sur Testamento? Ouais, on pourrait en donner pas mal, hein, mais effectivement, l'outil était utilisé de façon très généraliste en découverte patrimoniale. Et donc, quand on a travaillé avec ce fameux club, on a créé un club en 2023 où on a dit OK, on répond à des besoins, on veut fédérer justement des gens comme Pierrick qui ont des besoins spécifiques, notamment d'indépendants, et avec des démarches qu'ils veulent construire complètement de façon autonome. En fait, on a ajouté pas mal de choses. La saisie détaillée du patrimoine, jusqu'alors, tu saisissais des grandes masses. C'est ultra pratique et c'est rapide. Par contre, pour aller un peu plus loin, ça peut être un peu limitant. Okay. On a rajouté le support, on va dire, des travailleurs non salariés, ce qu'on appelle les TNS dans la profession. Et les TNS, dans des professions du chiffre, on doit aller les voir et ils sont mal équipés, donc il faut pouvoir leur parler avec des éléments spécifiques. Je pense à ces 2 points principaux. Tu vois autre chose qui te vient tout de suite en tête? Le côté conformité. Oui, voilà, exactement. À côté, ça c'est super important. Ouais. Tu vois, nous quand on a packagé une offre, on s'est dit il faut la mettre en SaaS pour des indépendants. Complètement. Ils nous ont dit la conformité. Là, Pierrick est le premier à nous dire. Le DER, donc le document d'entrée en relation. Gros sujet. Attention, un DER, hein, c'est un acronyme qui fait mal, mais document d'entrée en relation, c'est ultra important. On ne peut pas faire sans. Donc voilà, on a construit, on a développé un petit éditeur. Je suis assez content de ce qui a été fait. Ça marche bien d'ailleurs, tout le monde l'utilise plutôt bien et en 3 clics ça fait. Et puis ensuite, ça se fait pour chacun des clients dynamiquement, il est signé électroniquement. En plus, il y a un niveau de signature qui va bien. C'est signature en niveau 1, je crois. Niveau 2 pour ceux qui c'est niveau 2. Donc DER, c'est une signature électronique avancée. Ouais. Donc tu as une vérification de pièce d'identité. Donc voilà, c'est tout ça. Top ça. Puis après, tu as la lettre de mission, effectivement, dans le sujet de la conformité, qui était un truc qui n'était pas sur nos radars. Du tout. Pour nous, on savait même, je sais pas, j'allais presque dire qu'on ne savait pas ce que c'était, quoi. Parce que du coup, c'est venu d'où la naissance de Testamento? À quel moment tu t'es dit, tiens, Testamento, c'est ça qu'il faut que je crée? T'as peut-être comme tout entrepreneur, t'as eu ta première idée, et du coup tu l'as adapté au moment où tu l'as confronté au marché. Donc c'est quoi l'origine en fait? Alors, on a eu plein de phases sur Testamento, mais Testamento, le nom, à quoi il fait penser au testament. Donc pas forcément le sujet le plus sexy, mais justement j'ai décidé il y a plus de 10 ans de m'adresser à un sujet super important pour moi, et qui vient en fait en élément de la gestion de patrimoine. Je me suis associé avec un notaire, et puis mon frère qui était informaticien. Et puis on s'est dit, il faut répondre à une problématique patrimoniale. Les gens ne font pas de testament. Et pourquoi ils ne font pas de testament? Parce que justement, on était il y a 10 ans, en 2013, et tu n'avais pas envie d'aller voir un notaire pour faire un testament. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir un notaire, c'est juste que tu n'as pas envie d'y aller. Donc on a digitalisé la démarche.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des compagnies d'assurance, quelques années plus tard, nous ont dit, donc on avait une offre B2C, vraiment grand public, qui existe encore, on était vraiment un outil B2C. Donc on a pensé utilisateur final, c'est peut-être ça qui nous a aussi donné pas mal d'avance. On a pensé l'utilisateur final, et puis ensuite, en 2018, on a acté un virage, un pivot, comme on dit dans l'entrepreneuriat, où on a décidé de devenir éditeur de logiciels pour le monde de la banque assurance. Et c'est en fait le marché qui est venu nous voir. Bien sûr, je suis allé à la rencontre, mais ils sont venus nous dire, en fait, ce que vous avez fait sur le testament, en fait, si nous, on utilisait ces démarches-là, ludiques, pédagogiques, sur nos démarches d'aide à la vente pour nos réseaux, en fait, on vendrait mieux, on vendrait plus. Donc c'est vraiment ça qui avait fait le pivot Testamento, et donc maintenant, éditeur, logiciel, SaaS. Mais l'offre existe encore pour les B2C. Elle existe encore, on la nie plus vraiment. On la déploie principalement, cette offre Testament, on la déploie principalement via des partenaires qui décident justement de l'offrir dans leur démarche. Justement, ils disent, on vient de faire un diagnostic, moi je vous propose aussi, on a identifié qu'il y avait un besoin de testament. Vous êtes paxé par exemple, le grand classique. Et vous voulez faire un testament, Pax sans testament, ça pue. Ça pue, exactement, ça pue. Donc, Ceux qui sont paxés, qui n'ont pas de testament, faites-le. Mais c'est vrai que c'est pas dans la psychologie collective de se dire, tiens, je me réveille un matin, je vais aller faire un testament, quoi. C'est super lourd. En fait, ça fait peur. Si personne te le dit, t'as vraiment pas envie de le faire. Même toi, une fois que tu l'as compris, tu vas reculons. Donc en fait, il faut que plusieurs personnes te l'aient dit, d'autorité. Effectivement, quand tu rencontres un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, il va te dire, là on vient de faire votre diagnostic là, avec nos outils par exemple, il va falloir faire quelque chose. Et pour que ma stratégie patrimoniale soit efficace, il faut que vous le fassiez, sinon vous ne protégez pas votre partenaire, votre femme. C'est que leur effort pour développer leur patrimoine n'a plus de sens du coup. Exactement, en fait il y a un trou, et en fait le truc est béant, et en fait si tu l'as pas fait, ta stratégie elle est inopérante, quoi. Putain, waouh. En termes de... Tu veux dire quelque chose ? Non, mais le parallèle est bon, parce que là, c'est la genèse de Testamento qui part effectivement de testament. Aujourd'hui, l'outil, nous, on est très très loin de la notion de testament, parce que c'est pas notre métier. Moi, je suis pas notaire, je suis gestionnaire de patrimoine, c'est pas la même notion. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, même l'outil de testament à titre optimi, on l'utilise pas chez Testamento. Donc on utilise Testamento, mais pas pour... on va dire son intitulé premier. Exactement. Donc, faut changer de nom du coup. Mais on y réfléchit. Mais pour ce sujet-là, au niveau de l'éditeur entre guillemets qui est Testamento, on a le même problème au niveau de la gestion de patrimoine, avec ce côté, c'est un gros mot. Gestion de patrimoine, testament, preuve en est, là on fait un podcast ensemble, si on met gestion de patrimoine dans l'intitulé de la vidéo, mais tout le monde s'en va et va vite sur Eurosport pour regarder autre chose. Ou sur... C'est encore pire, c'est si tu mets mort dans le titre. Ça dépend, ça peut peut-être... ça dépend ce que tu mets avec, mais voilà, tout ça pour dire que gestion de patrimoine, testament, là on est sur des mots lourds, et que la démarche, c'est d'en faire quelque chose de léger. Exactement. Parce que c'est une bonne nouvelle d'avoir un testament à faire. C'est que tu as fait quelque chose au niveau de ton patrimoine pendant ta vie, tu as construit justement un patrimoine, et c'est positif. Donc, là, je ne vais pas revenir sur la genèse d'Optimi et l'optimisme, mais on en est là, c'est positif. La gestion de patrimoine, c'est cool. On doit pouvoir prendre du plaisir à en parler. Moi, j'ai des gens de plus en plus, quand je suis dans des événements, même autour, dans une brasserie, dans une soirée, on vient, on pose des questions, et je sens que l'état d'esprit, et notamment peut-être par l'impulsion que nous on donne sur Optimi, en tout cas vis-à-vis de nous, ce qu'on dégage, viennent me voir de manière plus fun, plus décalée, en disant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose maintenant, il faut qu'on en parle, mais c'est quoi concrètement que vous faites, etc., etc. Et donc ça, pour pouvoir le faire et pour pouvoir être décalé, tu as besoin d'outils, tu as besoin de te structurer. Ça part de, évidemment, la manière dont tu promets et dont tu vends ton offre, mais ça passe de concrètement, ok, en quoi je suis différent. Et c'est là qu'on a besoin de personnes qui croisent cette vision-là, et c'est là qu'on s'est bien trouvé sur ce point-là. On croise cette vision de dire, ok, la gestion de patrimoine, pareil, l'outil Testamento n'est absolument pas aujourd'hui le meilleur outil pour faire la gestion de patrimoine globale au sens lourd du terme et sortir un dossier de 90 pages. Ça ne sert surtout pas à ça. Mais là, on parle d'un client sur 20 dans lesquels on a besoin de croiser des données que l'outil Testamento ne nous permet pas de faire. Mais pour les 19 autres, si tu les fais rentrer dans un sas qui ne leur correspond pas, tu les perds. Ils ne prennent pas de plaisir. Ils perdent, ils sont dans une situation de démotivation. Et c'est valable pour toi en tant que gestionnaire de patrimoine. Tu te dis, trop lourd la démarche pour arriver à la fin. Tu l'utilises pas. Allez, je vais prendre un bon vieux raccourci, je vais aller directement à... Moi, je suis... Et là, tu te transformes, tu n'es plus un conseiller, tu deviens un vendeur. Bon, c'est un débat qu'on ne voudra pas aujourd'hui,
Mais pour moi, si tu n'utilises pas un outil de Testamento, tu n'es pas un conseiller, tu es un vendeur. Donc voilà, il y a une vraie démarche à avoir par rapport à ça. Parce que c'est ça, j'imagine que c'est beaucoup plus facile. Alors tu me diras, si c'est plus facile d'équiper des sociétés de Testamento de type cabinet de courtage où ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, que des grands groupes où ils sont un peu... alors quand je dis grands groupes, je sais pas s'il y a que des grands groupes, mais peut-être des grossistes ou d'autres structures qui sont un peu cantonnés à une catégorie de produits et qui se disent, on s'en fout un peu du conseil. Parce qu'au final, si on fait un conseil, on voit que nos produits rentrent pas dedans, on peut pas vendre, on fait pas de chiffre, donc il faut juste, comme tu as dit, faire de la collecte de fonds, moi, je pense qu'ils veulent quand même faire du conseil, mais ils ont du mal à s'équiper de logiciels, d'évoluer. Là où tu as raison, c'est que quand tu es une petite structure, tu vois des process, tu veux les adapter, tu vois des logiciels, tu décides rapidement de changer de cap. Ouais. Là, c'est plutôt un effet de taille. Une grosse boîte, pour mettre un logiciel comme le nôtre, parce que notre métier à la base, il est pour équiper des grands acteurs, des Allianz, AXA, Generali, Massif, on équipe ces boîtes-là. Mais pour entrer chez elles, tu parles au système d'information, les achats, ça prend des plombs, voilà, c'est lourd. Et en fait, eux, ensuite, ils doivent former des dizaines, des centaines, des milliers de collaborateurs à utiliser une nouvelle démarche. Quand tu arrives et que tu travailles avec quelqu'un comme Pierrick, bon, déjà, il connaît la démarche, mais en plus, ça rentre, hop, c'est parti, on a des échanges techniques, notamment avec toi, et puis ça s'intègre, c'est pas compliqué, mais il faut avoir décidé de le faire. Après, parce que ça, fondamentalement, c'est la taille des entreprises. Parce qu'on est en mode start-up et on essaye de garder... Ah ouais, c'est tellement agile qu'en 2 semaines, on change ce qu'on veut. Quand tu vois, là, je l'entends un peu plus sur les grands groupes où ils sont... c'est ce qu'on dit, c'est des mammouths et pour avancer d'une oreille, c'est compliqué. Et en plus, on est sur un métier qui change vite, déjà de par la politique. Les nouvelles lois de finances chaque année ou d'autres choses où tu es constamment obligé de t'adapter. Et t'adapter même en même temps à la psychologie collective où là on sort du Covid, j'ai pas les stats mais je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont épargné ces derniers temps, donc les livrets A sont remplis, ils sont maxés et à un moment donné c'est con d'avoir de l'argent sur des comptes, d'avoir trop d'argent sur des comptes, ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est con parce qu'on pourrait faire des stratégies pour mieux développer son patrimoine, mieux protéger ses enfants, ses proches. Et puis voilà. Là, je voulais plutôt aborder un truc un peu plus... on rentre dans le sujet, on rentre dans le vif, et qu'on explique un peu ce qu'un testamento peut faire dans un cas réel. Donc je vais prendre un exemple, on va pas sortir tous les chiffres, mais admettons, parce que voilà, c'est un cas que j'ai vu notamment avec Taylor hier, où on avait une nana qui elle est pacsée, il n'y a pas de testament. La maison est à monsieur, ils ont une fille, ils veulent la protéger, elle a beaucoup de liquidités, elle, parce que du coup, elle a eu, je sais pas je crois qu'elle a fait, elle a vendu 2-3 trucs, elle a des liquidités, à peu près 150-200 000 euros, et elle a envie de protéger sa fille, elle a envie de préparer l'avenir pour payer ses études, et aussi préparer sa retraite. Donc toi, demain, Pierrick, tu as un cas comme ça, comment tu utilises Testamento? C'est quoi la première étape? Tu rentres dedans, tu crées le client, puis ensuite tu atterris sur quoi? Tu vas remplir quoi en fait en premier? Une fois passé les formalités administratives de type document d'entrée en relation, qui est vraiment essentiel encore une fois pour expliquer justement la démarche, parce que c'est le moment où tu expliques ce qui va se passer, un peu une sorte de fixation des règles. Tu as vraiment une première étape déjà, avant même d'aller poser le moindre chiffre. Alors là, les chiffres que tu dis, tu peux les avoir au cours de l'échange, mais après il va falloir être beaucoup plus précis évidemment dans le cadre de Testamento. Tu vas déjà travailler sur vraiment les préoccupations finalement de la personne. Et l'outil nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de questions qui, quoi qu'il en soit, te permet de balayer un petit peu sa situation, évidemment patrimoniale, évidemment de prévoyance, parce que y a pas que l'argent que tu as, mais c'est quelle est ta situation et qu'est-ce que tu as besoin de protéger, ta santé, etc., etc. La défiscalisation, c'est la partie fiscale, toutes ces questions-là qui permettent de mettre un peu sur la table, voilà. Nous, tous les sujets qu'on va aborder, c'est ça. Vous, dans votre cas, lesquels vous concernent réellement. Et une fois que tu as eu cette démarche-là, que tu as identifié vraiment les vraies préoccupations de la personne, tu vas rentrer dans l'outil. Et l'outil, il permet une découverte relativement simple, mais surtout, tu n'oublies rien. Ce qui est intelligent dans cet outil-là, c'est que ce n'est pas un formulaire Excel où tu vas passer toutes les étapes et tu vas choisir quelle situation à la personne, parce que finalement c'est monsieur, madame, marié, séparation de biens ou pas, etc. Et tu vas remplir. Non, là le fait de mettre que c'est une personne qui est mariée, ça t'ouvre des choix. Ces choix-là, c'est lesquels? Et en fait, tu ne peux jamais te tromper. Et c'est un immense avantage en fait, parce que tu vas faire toute ta découverte on va dire, des civilités
aux différentes dispositions qui ont été prises par la personne. Quand on voit la disposition, on pense naturellement au mariage, bien évidemment. Et après, sur le patrimoine, où la case suivante ne va pas s'ouvrir si tu n'es pas concerné. Donc, tu ne te retrouves pas avec une sorte de grand formulaire complet où tu dois finalement avoir... Parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, tu as finalement 4 choses qui sont remplies. Et puis, tu as plein de choses. Un formulaire long comme le bras. Voilà, qui en plus, visuellement, pour un client, il est là, il te suit, il dit, mais... non, j'ai pas. Je suis désolé, ça j'ai pas. Non, désolé, j'ai pas. Ça fait péter les C'est câbles. très bien, c'est normal. Évidemment que si je te mets une liste à la Prévert, moi j'ai rien du tout non plus. C'est cocher la bonne case de votre situation. Si vous êtes marié, je suis pas marié, affiche pas la question. C'est ça. Donc c'est là que l'outil il est très fort et qu'il apporte pour un indépendant une forme de confort intellectuel. Tu ne peux pas te tromper si tu le suis. Et tu vas avoir cette démarche-là qui va aller jusqu'à évidemment un calcul fondamental, obligatoire, parce qu'on ne peut pas baser un conseil sans, à un moment donné, simuler finalement la disparition, surtout dans une famille, la disparition d'un des membres, du papa ou de la maman, voilà. Simuler qu'est-ce qui se passe concrètement, que ce soit pour mettre en avant que ça peut coûter très cher si tu es mal organisé. Là, typiquement, l'exemple que tu me dis, une personne qui a sa résidence principale, elle est sur la tête de monsieur, madame a des liquidités. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour leur fille demain? Alors, je ne connais pas leur situation évidemment, puis on ne va pas faire le cas. Rentrer dans le détail évidemment, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, l'outil, allez, je pense que si je suis un peu lent, je vais mettre 5 minutes, j'aurai tout rentré et j'aurai au moins déjà la vision. Quels sont les points sur lesquels il va falloir que je sois attentif? Et si ces préoccupations vont dans ce sens-là, ça va naturellement pouvoir me permettre de sortir sur les sujets qu'on va aborder. Tu n'as mis aucune disposition en place, tu n'as rien changé dans la vie du client jusqu'à ce moment-là, mais là, tu vas vraiment parler de conseils, tu vas pas vendre en disant « T'as 40 ans, t'as pas encore fait ta retraite, prends un PER ». Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est bien, super. Il faut, d'ailleurs, prenez un PER si vous me suivez. Ouais. Mais prenez-le après avoir vu à quoi il servait dans votre démarche aujourd'hui. Et si tu ne fais pas ça, moi, je ne vois pas comment, aujourd'hui, un professionnel peut se dire professionnel et ne pas avoir cette démarche-là. Inversement, ces clients-là, est-ce qu'ils ont besoin de rentrer dans le mode gestion de patrimoine, je sors les galons, et là, je te sors la totale, et je vais te faire une espèce de tour d'horizon pseudo-personnalisé qui va te sortir un bilan gros comme ça que personne ne lira? Non, clairement non. Non, par contre, après, s'il commence à y avoir un petit peu plus de situations, oui, ça peut arriver, bien évidemment. Il faudra analyser en plus, en fait. Nous, si tu veux, quand on a construit cette offre, moi, je suis allé faire le tour aussi des banques privées pour voir un peu leur démarche. Donc déjà, je te confirme qu'elles font, en tout cas, désolé s'il y en a qui font autrement, mais toutes celles que j'ai rencontrées, c'était papier. D'accord. Les banques. Donc questionnaire de police. Monsieur, machin, vous êtes marié, la date de naissance de vos enfants, votre avis d'imposition, je l'ai pas, voilà, exactement. Donc on te pose des questions, mais pendant 1h30, on te pose des questions. Et à la fin du rendez-vous, on te dit merci Virgile, j'ai toutes les infos, je reviens vers vous dans 15 jours. Et comment ça dans 15 jours? Donc j'ai participé à un truc où j'ai donné énormément d'informations et en fait j'ai rien tout de suite. Nous, ce qu'on a voulu faire ensemble, et là, Pierrick le connaît, et ça paraît tellement logique que je pensais que c'était important de le dire. Tu viens donner des informations, en temps réel, on te donne déjà des premiers éléments. Voilà où sont les problèmes dans ta structure patrimoniale, tes revenus, si t'arrive un truc, voilà ce qui se passe. Et en fait, cette notion de temps réel, je pense que c'est ça la plus grande innovation. Et effectivement, d'avoir des questionnaires dynamiques pour qu'en fait, on ne pose pas des questions si tu as répondu non à quelque chose au-dessus, en fait. Bon, pour moi, si je simplifiais, je dirais que c'est ça. Et le temps réel change tout à la relation, je pense. Parce qu'en tant que client, tu as confiance, tu viens de comprendre. En fait, en te posant ces questions, ça t'a permis de comprendre de quoi il s'agissait. Et on te restitue un bilan simple que tu comprends. Parce que les bilans qui font 90 pages, déjà, tu les lis pas, et 2, tu les comprends pas. Ouais. Donc, si tu n'appelles pas ton conseiller qui te l'a remis, bon, tu comprends rien en fait. Donc là, tu as quelque chose de simple, d'accessible. Effectivement, la limite de ça, c'est que celui qui a un patrimoine hyper compliqué, des résidences secondaires dans les coins de la planète, c'est pas l'outil pour lui. On va collecter des éléments avec ça, et ensuite on va lui dire maintenant on va faire un bilan, on utilise des outils spécifiques pour ça. Ouais, bien sûr. Mais pour le commun des mortels, c'est parfait.
Parce qu'il y a une grande majorité de personnes, leur patrimoine c'est majoritairement de l'immobilier, il y a une résidence principale, une résidence locative, une résidence secondaire potentiellement. Avec une seule fiscalité. Effectivement, là où c'est limité, c'est quand tu commences à avoir des fiscalités qui doivent se croiser entre différents pays, ça peut être plus compliqué avec un outil de type Testamento qui est centré sur aujourd'hui du patrimoine, on va dire du français qui a son patrimoine majoritairement en France, ses avoirs en France. Voilà, il est fait dans ce sens-là. Et je pense qu'on parle de 90% de la population. Donc, c'est déjà on pas a mal. voulu, quand on a construit l'outil, on s'est dit c'est pour tout le monde en fait. Là où justement les outils qui existaient, c'était pour les gens qui étaient des clientèles patrimoniales. Et patrimoniales au sens banque privée, CGP haut de gamme, hein, pas au sens patrimonial d'une banque, parce qu'un client patrimonial avec 100 000 euros dans une banque. Ouais. Donc, je dis pas que c'est pas grand-chose, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas non plus, c'était pas la fortune de ta ville, quoi. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, il faut un outil qui soit accessible à tous. Et donc, quand on l'a pensé client final, on l'a travaillé aussi avec le conseiller pour que lui soit à l'aise. Et l'idée qu'il n'oublie rien dans sa démarche, c'est bête, mais en fait, ce qu'on a construit, il y a des gens comme Pierrick qui ont de l'expérience, j'allais dire, ils n'en ont pas besoin. Ils faisaient ça tout de tête, mais de tête, ensuite dans tes algos et tes calculs, bon, accroche-toi à être précis comme on peut l'être avec un outil comme Testamento. Puis on peut avoir peur de se tromper, parce que toi tu as peut-être suffisamment d'expérience, mais il y a des nouveaux qui nous rejoignent, ils ont 3, 4, 5 ans d'expérience, ils sont bons, mais comme tu as dit, c'est que là tu suis un Testamento, aucune chance de se tromper. On ne trompera pas. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hyper important, et justement, dans les réseaux qu'on équipe, c'est... souvent, le dirigeant il dit bon, en fait, c'est pas forcément pour moi, j'en ai besoin parce que j'oublierai rien, mais c'est surtout pour mes équipes, je veux leur donner ce confort, parce qu'en fait, une fois qu'elles sont en confort avec le client il est à l'aise et voilà, il n'y a plus le stress du est-ce que j'ai bien fait le bon calcul. Non, c'est là. Donc on est bien d'accord pour dire que l'outil, dans le modèle, il va apporter déjà beaucoup de choses parce qu'il va simplifier et faciliter la vie du conseiller qui va l'utiliser. Le conseiller doit quand même être là pour pas argumenter, mais déjà interpréter ce que l'outil va lui sortir, trouver les bonnes stratégies. On le sait, ça suffit pas parce qu'après il faut les bons produits. Donc un bon modèle, c'est quand même le modèle qui réunit le meilleur des mondes entre la technologie et les produits. C'est ce qu'on s'efforce de faire chez Optimi. J'ai quand même une question, parce que du coup, je l'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu, OpenAI qui a sorti, qui a teasé ChatGPT 4o. Ouais. C'est leur nouveau truc Omni modèle. Donc il va pouvoir taper autant dans le texte que dans le son. Montrer des vidéos, etc. Exactement. C'est génial. Et donc moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite imaginé, je me suis dit en fait, est-ce que un jour, donc tu vas me donner, j'aimerais bien voir ton point de vue, mais aussi est-ce que vous voulez intégrer de l'IA dans Testamento et est-ce que ça peut être aussi un risque pour la profession? Parce que moi je me suis dit tiens, ils commencent tellement à être intelligents. Ils l'ont dans la version, on mettra des images d'ailleurs. Quand tu parles à ChatGPT en vocal, il te répond en vocal en 3 à 5 secondes. Là maintenant, il répond en 300 millisecondes, ce qui est la réaction d'un être humain. Et on peut activer la caméra et il voit ce qu'on filme et on peut lui poser des questions. Donc là, il y a eu un exemple où il y a un gars ici, il dit tiens, j'ai un entretien d'embauche chez OpenAI, est-ce que ça va comme ça? Et la nana elle répond avec du sarcasme, enfin la nana le robot du coup, mais c'est une voix féminine, avec du sarcasme, avec de l'humour, avec plein de choses. Elle lui donne un vrai conseil. Et je me dis, si on va au bout, est-ce que ça peut être envisageable, est-ce que ça peut être aussi un risque d'entraîner une IA avec tout le savoir qu'on peut avoir sur un conseiller qui est plutôt bon, et en fait de prendre son téléphone et de scanner sa fiche d'impôt et dire dis-moi Optimi, on l'appelle Optimi l'IA, est-ce que je suis dans la merde ou pas, est-ce que j'ai bien fait les choses, peut-être la première question que va poser l'IA c'est quoi ton objectif, je veux protéger mon enfant, développer mon patrimoine, etc. Boum, et qu'en fait l'IA soit capable de le faire. Est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que vous voulez intégrer vous de l'IA dans Testamento? Moi, je le vois avant tout comme une opportunité. C'est peut-être mon côté optimiste aussi, mais attention. En fait, je trouve ça hyper intéressant et réjouissant. Après, quand tu vois, en fait, c'est le professionnel qui va devoir s'adapter avec évoluer avec sa pratique grâce à la techno. Je donne un autre exemple qui est sorti il y a quelques mois. Il y a une étude menée par Google qui dit, en gros, qui est le plus performant pour le médecin entre une IA seule, une IA avec le médecin, une IA et le médecin tout seul. Ouais. Donc ça peut paraître surprenant, mais le plus performant, c'est l'IA seul. Non. Parce que l'IA avec le médecin peut biaiser l'IA, et le médecin tout seul, il n'a pas autant de data que l'IA. Donc c'est quand même un peu, ça donne à réfléchir quand même. Ok. Donc pourquoi pour moi il y a un problème avec le médecin? C'est que le médecin, statutairement, il est intouchable. Il a un savoir tel, il est formé pour être considéré comme une élite. Ouais.
Si on formait les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, comme des élites, il y aurait ce risque. Moi, je pense qu'en revanche, les humains qui sont humains intelligents et qui savent interagir avec le client, ils auront toujours une longueur d'avance sur l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont être capables, justement, de se servir des logiciels. Parce que quelque part, nous, on aurait pu mettre IA depuis 10 ans dans nos logiciels. Ouais. En fait, on fait des algos tellement balèzes que certains appellent ça de l'IA. Mais nous, on dit c'est de l'algo, donc c'est très précis. Après, l'IA est un algo. Donc, mais en fait, c'est un algo, c'est ça, qui réagit intelligemment, mais pas du tout. Il est entraîné. Si tu fais une IA en Chine, elle va parler comme un Chinois. Ouais. Donc avec tous les biais qu'il peut y avoir. Donc il faut voir le fondamental. Donc nous, est-ce qu'on va intégrer de l'IA ? Oui, bien sûr. Okay. De quelle forme ? En fait, on explore en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que comme tout le monde, et comme tous les éditeurs de logiciels, on s'en sert déjà pour être plus performant. Donc déjà, la première chose que tu fais quand tu as un outil, c'est de l'utiliser pour toi, et après de voir comment tu le mets dans les mains de tes utilisateurs. Mais c'est vrai que moi, je ne me sens pas capable ou prêt aujourd'hui à dire, en fait, on va mettre un truc tout seul qui va faire tout le boulot. J'y crois pas. Oui, puis c'est pas encore prêt, parce que moi c'était ma vision sur l'IA, c'est que comme il y a eu cette grosse mode de l'IA qui est arrivée, notamment avec ChatGPT qui l'a beaucoup popularisé, pour autant ça reste encore du divertissement. Oui, ça peut aider des développeurs pour corriger des lignes de code, mais sinon on en parle, ça nous aide un petit peu, mais c'est pas le truc qui remplace complètement une profession aujourd'hui. Il y a un effet de mode. Il y a l'effet de mode, mais en même temps on se pose la question on est quand même pas loin. Parce qu'il y a quand même des IA aujourd'hui, ChatGPT vend à des entreprises des accès pour pouvoir entraîner des IA, faire du machine learning et se dire en fait, est-ce que nous, notre métier, au bout du bout, il n'est pas binaire finalement. Parce que s'il y a un peu de sensibilité humaine où on comprend le client, ses envies, est-ce qu'à la fin, quelqu'un qui paye trop d'impôts, on va lui proposer soit un PER pour préparer sa retraite, soit de l'immobilier. On le fait aussi chez Optimi, petite parenthèse, mais on va lui proposer de l'immobilier pour aussi développer son patrimoine. C'est aussi un bon outil de prévoyance. Et derrière, il va réduire ses impôts. Est-ce qu'au bout d'un moment, les choix sont pas binaires quand la situation du client elle est déjà claire, les objectifs sont clairs, est-ce qu'une IA serait pas capable de remplacer l'humain là ? Peut-être juste une réponse technologique avant peut-être plus émotionnel. Un avis mettez un peu de cas qui a encore du travail pendant 1 an ou 2. Je suis sûr que tu peux y arriver 3 ans. 3 ans, après t'es dépassé. Non, mais en fait, le conseil qui me semble fondamental, c'est entraîner des IA en local sur vos machines. Parce que si vous commencez à filer tout votre savoir-faire à une IA, surtout américaine, pour pas la citer, en fait, là, tu donnes tout ton... Enfin, si tu déverses tout ton savoir dans une IA publique, en fait, t'as tout filé. Donc, pour moi, il y a un truc... Nous, par exemple, on s'est interdit en interne d'utiliser des modèles qui sont cloud. Ouais. Donc on doit importer le système, on doit le faire tourner sur son propre cloud. Pour moi, il ne faut surtout pas entraîner une machine qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr. Ouais, parce que ils récupèrent les données, ils les revendent, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont... Ce qu'ils veulent, t'as coché une case sans regarder, et puis on se fait piller nos données un peu comme... l'exemple un peu à la con que j'aime bien donner, c'est Google Analytics. Maintenant, t'as plus le droit de l'utiliser quasiment en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu avais des mouchards sur tous les navigateurs Internet. Ouais. Tu passais d'un site à l'autre et Google connaissait ton historique. Et toi, en tant qu'éditeur, tu dis, c'est trop cool. Moi, j'ai les stats d'usage de mon site. En fait, c'est pas toi qui c'est toi qui lui files, quoi. Et effectivement, c'était la marchandise. Donc, il faut se méfier de tout ça. Ah ouais. Ton avis, un peu plus émotionnel. Et un peu de cœur. Non. Après, est-ce qu'il y a une peur de l'IA ? Le terme n'est pas peur, parce que la peur n'évitant pas le danger. Évidemment, c'est pas je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur. Par contre, il faut tenir compte du danger que ça représente de ne pas en tenir compte. Et aujourd'hui, mettre un mouchoir dessus en se disant non, mais de toute manière, il y aura toujours besoin d'un humain de manière simple. Certainement que ça, c'est la réponse d'ailleurs. Il y aura toujours besoin d'un humain, parce qu'à un moment donné, sinon, en fait, ça ne sert plus à rien qu'on vive, tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, il y a quand même 90% de notre métier sur la technique qui peut être très vite remplacé par l'IA, si c'est pas 100% d'ailleurs. Mais en tout cas, déjà au moins une bonne partie. Moi, je prends un exemple. J'ai la chance de donner quelques cours dans des écoles d'assurance sur la gestion de patrimoine. Et je me rappelle quand ça s'est lancé, j'avais les étudiants en face de moi, évidemment, qui questionnaient, savoir est-ce que mes réponses, est-ce que moi, ce que je leur enseignais, c'était ce que disait l'intelligence artificielle. Au début, clairement, l'intelligence artificielle était très loin
finalement du bon savoir. Il y avait quand même un gros écart, il mélangeait beaucoup de choses. Déjà cette année, c'est déjà plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il est quasiment en capacité de faire le cours, de donner le cours. Sauf que ce qu'il ne donnera pas, c'est autre chose que du contenu média. C'est-à-dire que ce soit sous format écrit, que demain on ait un avatar qui met en place finalement le cours. Oui, peut-être qu'on pourra remplacer les profs même de cette manière-là. Mais est-ce qu'il y aura ce prof-là qui aura une vie à côté et qui sera capable d'illustrer par sa vie à côté ce qu'il incarne par rapport à son métier? Aujourd'hui, je pense que je peux très vite être remplacé. Et moi, si demain l'IA me prépare mon cours et que j'ai plus qu'à le suivre et donner juste l'émotionnel de ce que je vis dans mon quotidien et de parler de mon expérience avec les clients, ça me va très bien. Je gagne un temps incroyable. Et ce côté sur l'enseignement de la gestion de patrimoine, c'est la même chose sur l'enseignement et la démocratisation pour le client final. Est-ce que ma plus-value, elle est d'être un croisement entre le BOFIP, le code civil et des données de finance? Est-ce que ma plus-value elle est là, ou est-ce que ma plus-value c'est d'expliquer aux gens, voilà, c'est tout là, le savoir, j'ai un super outil qui me permet de le personnaliser, de faire une photographie en tout cas de votre situation et de pouvoir aller travailler sur ce qu'il y a besoin de personnaliser pour vous, et je vais vous expliquer moi pourquoi dans telle situation vous allez aller dans ce sens-là, et tout ce que vous pouvez mettre en place, il va falloir choisir un ordre dans lequel on va le mettre en place. Le premier et le deuxième. Évidemment, encore une fois, l'intelligence artificielle, certainement à terme, sera capable de le hiérarchiser, mais d'accompagner dans la prise de décision, oui, tout est envisageable. Mais là où l'humain aura une plus-value, c'est vraiment, et qui restera une plus-value, sera ça. Donc moi, si aujourd'hui, au lieu de faire 4 dossiers, ou 2 dossiers, même plutôt, si on le fait bien, un dossier client par jour complet, ça me permet d'en faire 4, et de garder moi juste ma plus-value sur le temps que je vais mettre à l'échange avec le client, mais je suis content. C'est parfait pour moi. Donc l'intelligence artificielle, par contre là où je te rejoins complètement, et à un moment donné on va vite aller travailler, il faut qu'on continue d'appuyer sur le développement de notre propre IA, sur notre savoir, notre culture optimiste, parce que c'est sur la culture optimiste en fait qu'on va faire la différence. Complètement. C'est vrai ce que tu dis, moi je l'ai vu notamment en formation avec un des membres de l'équipe, où justement le cas exemple qu'on a pris tout à l'heure, les solutions, il y avait 3-4 scénarios envisageables, parce qu'en fait quand on parle de patrimoine et qu'on a plusieurs objectifs entre réduire son imposition, augmenter son patrimoine, protéger sa famille, etc., c'est des vases communicants. Donc en fait, quand quelqu'un a, comme je dis, 200 000 euros de cash, on peut utiliser 50 pour solder un crédit, comme on peut utiliser 150 pour faire une assurance vie, comme on peut... Il y a plein de solutions. Et au final, même si l'IA donne son meilleur point de vue, il manque quand même le conseiller qui va dire « Ouais, mais en fait, moi, de mon retour d'expérience, par rapport à moi, comment je vous sens, vous serez peut-être plus à l'aise dans cette situation. » Et peut-être que c'est là où il faut quand même l'humain derrière pour venir faire cette connexion. L'IA peut aider derrière à mettre en place des scénarios, expliquer quel est le meilleur, le plus performant, et donner des choses très quantitatives. Mais sur le fond, sur le qualitatif, on a quand même besoin d'un humain, quoi. Et tu sais, il y a un autre parallèle, moi, que j'aime bien faire, c'est que tu parles des banques en ligne, qui sont arrivées aux alentours de 95, 96, ça fait longtemps, ça fait presque 30 ans. Moi, je pensais que c'était 2010. Non, mais c'est les premières banques en ligne. Moi, j'étais client, et donc en tant que technophile, je me disais, mais génial, plus besoin d'interagir avec qui que ce soit, de toute façon, c'est des brels. C'était ça ma vision. En fait, déjà... ça m'intéresse, il a encore cette vision. Non, mais en fait, ce qui a évolué depuis, c'est que les gens ont besoin en fait d'interaction humaine. Il y a quelques personnes là dans ceux qui nous regardent qui se disent je peux tout faire tout seul, et c'est très bien. Ils savent, s'ils savent le faire, ils peuvent se débrouiller. C'est ok, mais ils représentent une infime partie des gens en France en fait. Donc il faut en avoir pour tout le monde, et puis il faut définir aussi quand on interagit avec le client ce dont il a besoin, ce qu'il veut dire et pas dire. Il y en a qui vont dire moi je peux pas donner tout mon patrimoine parce qu'ils ont décidé de gérer une partie tout seul. C'est ok, je pense que mais il faut se dire que la techno remplace pas l'humain, parce que l'humain en a fondamentalement besoin, ce qui veut pas dire que l'IA, il faut vraiment effectivement mettre le mouchoir dessus. C'est une révolution. Complètement. Et il y a une expérience que tu vis avec ton conseiller, que l'IA te donnera certainement sur la qualité du savoir, mais qui est personnalisé sur cet échange-là. Pour illustrer le propos, c'est vraiment aujourd'hui tout le monde sait cuire des pâtes.
Ouais. Mais c'est pas les mêmes quand tu vas aller manger au resto et que tu as des bonnes pâtes et qu'on te sert, qu'on fait un choix d'ailleurs des fois pour toi en te disant bah tiens, la suggestion du jour elle est là. La suggestion du jour je l'avais pas. Alors que chez moi j'aurais mangé les mêmes coquillettes au jambon tous les jours peut-être. Donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'il faut se dire aujourd'hui que l'humain dans nos métiers, c'est pas l'IA qui va remplacer, parce qu'encore une fois le micro-ondes n'a pas remplacé les restaurants quoi. Donc on est vraiment dans cette même logique pour moi, en tout cas, alors évidemment c'est un peu clivant, mais on est quand même dans cette démarche-là. Par contre, à nos amis professionnels, et particulièrement à mes collègues chez Optimi, continuons et appuyons sur le bouton de faire vivre une expérience différenciante à notre client final. Si tu ne lui fais pas vivre une expérience différente, et pour le coup un outil et une démarche, j'ai du mal à parler d'outils, mais en tout cas l'outil global qu'incarne l'éditeur Testamento te fait vivre une expérience et on va continuer de l'améliorer. Évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore travailler. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas une histoire différente. Et il y aura toujours du business aussi qui se tapera au champagne, on se tape dans le dos, super, ça n'a jamais été mon mode de fonctionnement. C'est pas ce qui m'anime. Non pas que j'aime pas faire la fête, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire du business. Ouais. J'ai envie de faire du business avec des gens qui ont un intérêt à travailler avec moi, comme moi j'ai un plaisir. Et après, le plaisir, il vient de cet intérêt commun. Donc, c'est la vision assez lisible pour moi sur l'intelligence artificielle et notre rôle finalement demain dans l'évolution. Et encore une fois, les outils n'ont pas remplacé le conseiller, quoi. Complètement. Ouais. Non, après, moi, ça a toujours été ma conviction. Si ce n'est que l'IA, c'est un peu le sujet où on se pose la question, parce que c'est le premier outil où il y a de l'intelligence, alors que le micro-ondes n'a pas d'intelligence, tu vois, mais que moi j'ai toujours pris la tech pour ce qu'elle est, c'est un outil, elle est au service de l'homme, de la même manière, donc tu as pris le micro-ondes, moi je prenais souvent l'exemple du marteau, on n'a pas inventé le marteau pour concurrencer l'homme, tu vois, enfin je veux dire, on l'a inventé pour étendre son action, et donc bon, il y a ce gros sujet IA où pour le moment, c'est vrai que c'est bluffant dans leur démo, après il faut voir en cas pratique. Mais au-delà de l'IA, est-ce que Testamento, dans votre roadmap, parce que c'est un peu ma dernière question sur le futur, il y a des nouveautés que vous avez prévues, il y a des choses sur lesquelles vous voulez vous adapter, il y a des marchés que vous voulez aller conquérir. C'est quoi la roadmap ? Justement, public, hein. Ouais, c'est peut-être que privé. Ce que je peux en dire, et j'en dirai d'autres choses hors micro, hein, vous avez primeur sur pas mal de choses, mais en fait, déjà nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que en tant qu'éditeur, il fallait rendre accessibles les outils. Donc c'est bête, mais c'est une première étape pour nous majeure et qui est encore au début, parce qu'en fait, on a lancé l'outil dont on parle, Testamento Pilot, ce concentré de techno qui était déjà éprouvé dans pas mal de compagnies et remodelé pour justement répondre à des indépendants. On l'a lancé il y a quelques mois en fait. Okay. Donc dans notre roadmap, avant même de parler de roadmap produit, c'est déployer cette techno et la mettre à disposition d'un maximum d'indépendants qui ont justement ces besoins de structurer leur démarche, de la rendre plus efficace et puis et de réenchanter la relation avec leurs clients pour éviter ces fameux questionnaires quand on finisse pas. Donc ça c'est le premier point. Et après, si on reprend vraiment les éléments produits, nous, il y a un sujet sur lequel il y a une traction très très forte chez Testamento, c'est la gestion des clauses bénéficiaires. Et ça, c'est un sujet que j'ai à titre perso vraiment ancré depuis la création de la boîte. Il y a un sujet dans la gestion de patrimoine qui est souvent oublié, voire totalement inconnu, c'est la gestion des clauses bénéficiaires. Et donc jusqu'alors, on a déployé nos solutions plutôt dans des grandes boîtes, dans la prévoyance collective. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont salariés, vous avez un contrat de prévoyance. Tous les cadres en ont et beaucoup ne savent pas qu'ils en ont un. Et puis dans ce contrat de prévoyance, il y a un capital d'essai qui tombe si tu décèdes. Et donc ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, il vaut mieux avoir prévu. Tu as une clause bénéficiaire qui dit, par défaut, le capital ira à mon conjoint. Si pas conjoint, alors mes enfants. Et si pas enfants, alors mes héritiers. Ça, c'est la clause standard. Et ça, c'est une clause qui est valable dans les contrats de prévoyance collective, dans les contrats de prévoyance individuelle et dans les contrats d'assurance vie. Quand tu dis mon conjoint, c'est pacsé ou marié. Hein. Alors maintenant, la plupart des contrats intègrent le pacsé, mais jusqu'à quelques années, c'était pas le pacsé. Donc, quand tu dis ton conjoint et que t'es pacsé, en fait, non. T'es conjoint en sens... Donc nous, on va continuer de porter la voix là-dessus et puis développer pas mal d'extensions sur cette technologie-là. Parce que la clause bénéficiaire,
c'est un sujet qui commence à prendre. Nous, on a beaucoup d'usages dans des grandes compagnies et chez des indépendants. Et ça aussi, chez les indépendants, on veut que ça soit un réflexe pour mieux accompagner les clients. Parce que si tu claques une assurance vie avec 100 000 € dont on a parlé et que tu ne traites pas la clause bénéficiaire convenablement, en fait, tu as fait la moitié de ton boulot, quoi. Ok. Ça, c'est ouf. Et la clause bénéficiaire, elle va être très différente. En fait, t'as pas de bonne réponse, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux réellement sur le long terme. Je te prends aujourd'hui, on a quand même énormément de personnes qui sont dans des familles recomposées. Donc ton conjoint, quand tu es en famille recomposée, que tu as des enfants de lits différents, c'est parfois faut faire un petit peu attention à qui est réellement ton conjoint, et surtout, même le fait d'avantager ton conjoint peut avoir un impact sur tes enfants d'un premier lit, sur une clause bénéficiaire. Là où le droit est relativement protecteur, on va dire classique, la clause bénéficiaire, elle est directrice. Donc, quand tu prends un axe, tu ne reprends pas un autre. Donc, il y a évidemment des solutions, mais c'est là, et si on en revient à la technologie, elle va te mettre tout ce qui est possible de faire, mais cette sensibilité, ce choix, cet accompagnement dans le choix, il faut que tu puisses le faire grâce à l'outil et que quelqu'un t'explique les conséquences d'appuyer sur tel ou tel bouton, quoi. Alors, le do-it-yourself peut marcher si tu es éclairé dans ton choix. Très bien. Et messieurs, merci pour cet échange. Merci à toi. Merci. Pour ceux qui nous regardent, donc tout de suite, ceux qui veulent rejoindre Uptimi, parce que voilà, Uptimi, groupe à la pointe de la technologie, il y a le lien en description, on va le mettre. Au-delà de ça, ceux qui nous regardent pour la plupart comme un des mortels, vous n'avez peut-être pas forcément de conseiller, vous avez peut-être découvert des choses dans cette vidéo sur la gestion de patrimoine. Et voilà, trouvez-vous quand même un conseiller, un bon conseiller, idéalement quelqu'un d'indépendant, pas quelqu'un qui partie prenante. Chez Uptimi, c'est ce qu'on prône dans nos valeurs, donc voilà, il y a aussi un lien pour ça. Et évidemment pour Testamento, on mettra un lien pour ceux qui sont intéressés, pour les professionnels et qui aimeraient découvrir l'outil et même s'équiper. Donc on mettra aussi un lien là-dedans. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et sinon, il y a un espace commentaire. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. C'est fait pour. Et puis voilà. Merci. On s'arrête là-dessus. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.